Le jour où j'ai compris ce qu'il avait fait, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans ma voiture, sur le parking de la banque, et j'ai regardé le vide pendant 20 minutes. Pas une larme. Juste ce silence intérieur qui s'installe quand quelque chose de fondamental vient de s'effondrer en toi. 22 ans. 22 ans d'amitié, de secrets partagés, de fous rires à 3 heures du matin, de confidences que je n'aurais jamais faites à personne d'autre. Et lui, pendant tout ce temps, il prenait des notes. Je m'appelle Lucie, j'ai 34 ans, et je vais vous raconter comment l'homme que je considérais comme mon frère a utilisé chaque chose que je lui avais confiée pour construire sa propre vie sur les ruines de la mienne. Lucas et moi, on s'est rencontrés à 11 ans, dans la cour d'une école primaire de Lyon. Il venait d'arriver dans la classe en cours d'année, cheveux en bataille, cartable trop grand pour lui, ce regard un peu perdu de l'enfant qui ne connaît encore personne. Je lui avais proposé de s'asseoir à côté de moi à la cantine ce jour-là. Pas par pitié, parce que j'avais trouvé quelque chose dans ses yeux qui me semblait familier. On était pareils, lui et moi, des enfants qui observaient beaucoup et parlaient peu, des enfants qui préféraient comprendre les gens plutôt que de les impressionner. Du moins, c'est ce que je croyais. On a grandi ensemble. Le collège, le lycée, les premières soirées, les premières peines de cœur. Lucas était là pour tout. Quand mes parents ont divorcé à mes 15 ans, c'est lui qui avait passé 3 heures au téléphone avec moi sans dire un mot. Juste sa présence, sa respiration régulière au bout du fil. Quand j'avais eu mon bac avec mention, il avait apporté une bouteille de champagne chez moi et on avait bu dans des verres à moutarde parce qu'on n'avait pas mieux. On avait ri jusqu'aux larmes. Il était mon encre, mon point fixe dans un monde qui bougeait trop vite. Après le bac, on avait fait des études différentes. Moi en école de commerce à Paris, lui en informatique à Grenoble. Mais on ne s'était jamais perdu de vue. Les week-ends, les vacances, les appels du soir. La distance n'avait rien changé. À 25 ans, on s'était retrouvés tous les deux à Paris. Lui dans une start-up tech, moi dans un cabinet de conseil. On avait même habité le même arrondissement pendant 2 ans. Les dîners improvisés, les soirées à refaire le monde. Je lui avais tout raconté, absolument tout. Mes ambitions professionnelles, mes économies, le projet que je couvais depuis des années, cette idée d'entreprise que je n'avais encore dit à personne d'autre, mes peurs les plus profondes, mes failles, parce que c'était Lucas, parce qu'on se connaissait depuis 22 ans, parce que certaines personnes, tu ne les questionnes pas. Tu aurais dû questionner, Lucie. À la réflexion, les signaux étaient là. Je refusais simplement de les voir. Lucas avait toujours été discret sur sa vie professionnelle. Je m'en étais accommodée. Certaines personnes compartimentent. Ce n'est pas un défaut. Mais en y repensant, cette discrétion n'était pas dans les deux sens. Lui me posait des questions précises, très précises, sur mon projet, sur mes contacts professionnels, sur les investisseurs que je commençais à approcher. Je prenais ça pour de l'intérêt, pour cet ami qui te suit dans tes ambitions. Vers mes 28 ans, j'avais commencé à travailler sérieusement sur mon idée. Une plateforme de mise en relation entre PME et prestataires freelance spécialisés. Un concept simple, mais avec une approche que je pensais vraiment différente. J'avais passé 18 mois à peaufiner le modèle économique, à rencontrer des professionnels du secteur, à préparer un dossier pour des investisseurs. J'en parlais à Lucas régulièrement. Il posait des questions pertinentes, trop pertinentes en fait, sur les barrières à l'entrée, sur la segmentation client, sur les arguments que j'utilisais face aux investisseurs. Je lui montrais mes présentations. Il suggérait des ajustements. Je le remerciais. Il y avait aussi ce moment, un soir de mars, où j'avais mentionné le nom d'un investisseur que je devais rencontrer la semaine suivante. Un investisseur dans le secteur tech, pas très connu du grand public, mais influent dans son domaine. Lucas avait paru très attentif ce soir-là. Il avait posé sa fourchette, s'était légèrement penché en avant. « C'est qui exactement ?» Je lui avais expliqué. L'historique de l'investisseur, son portfolio, pourquoi je le ciblais. Lucas avait hoché la tête, l'air pensif. Puis il avait changé de sujet.
3 jours plus tard, il m'avait envoyé un message. Il avait un empêchement le soir de notre dîner habituel. Un rendez-vous professionnel qui s'était décalé. Je n'avais pas fait le lien. Pas encore. Tout a basculé un mardi matin d'octobre. J'étais dans mon bureau à préparer ma présentation pour un deuxième rendez-vous avec un fonds d'investissement, un rendez-vous que j'avais attendu 3 mois. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, c'était une femme. Elle travaillait dans le milieu des startups. On avait une connaissance commune. Elle m'appelait parce qu'elle avait vu quelque chose et qu'elle hésitait, mais elle avait finalement décidé que je devais savoir. Il y a une présentation qui circule depuis 2 semaines dans les cercles d'investisseurs tech parisiens. Une plateforme de mise en relation PMU Freelance. Le concept est très proche de ce que tu m'avais décrit l'année dernière au dîner de Marion. J'avais senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Qui présente ça ? Un silence. Luca Ferrandi, j'ai raccroché. J'ai ouvert mon ordinateur. En moins de 20 minutes, j'avais trouvé. Sur LinkedIn, sur les forums spécialisés, dans les newsletters du secteur. Luca avait levé des fonds 6 semaines plus tôt pour une start-up dont le concept était le miroir exact du mien. Pas une vague ressemblance. Mes propres mots, mes propres arguments, ma propre structure de segmentation client. Il avait même utilisé, mot pour mot, une formulation que j'avais inventée pour décrire la proposition de valeur. J'avais lu et relu pendant 2 heures, en espérant trouver une explication. Une coïncidence, quelque chose. Il n'y avait rien à trouver d'autre que la vérité. Mon meilleur ami depuis 22 ans m'avait volé mon projet. Et il avait eu soin de le faire assez tôt pour être le premier sur le marché. Il avait utilisé mes contacts, mes arguments, mes propres réunions préparatoires, dont celle avec l'investisseur dont je lui avais parlé ce fameux soir de mars. Ce rendez-vous professionnel qui s'était décalé. C'était avec lui. Ce soir-là, j'ai appelé Luca. Il a répondu à la 2e sonnerie avec ce ton naturel, cette voix que je connaissais depuis 22 ans. « Lucie, ça tombe bien, je pensais à toi. On se voit ce week-end ?» J'ai dit « J'ai vu ce que tu as lancé. » Silence. Pas le silence de quelqu'un qui ne comprend pas. Le silence de quelqu'un qui attendait ce moment et qui calcule maintenant quoi dire. C'est pas ce que tu crois. C'est tout ce qu'il a trouvé. Pas de déni franc, pas d'indignation. Juste cette phrase molle que disent les gens pris en flagrant délit quand ils n'ont plus rien d'autre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai dit très calmement, ne me rappelle pas, et j'ai raccroché. Les jours suivants, j'ai commencé à reconstituer la chronologie, et c'est là que j'ai compris l'étendue réelle de ce qu'il avait fait. Ce n'était pas une impulsion, pas une opportunité saisie sur le moment, c'était planifié. En recoupant les dates, sa création de société, ses premiers contacts avec des investisseurs, certains échanges que des amis communs m'ont rapportés, j'ai compris qu'il avait commencé à construire son projet parallèlement au mien, au moins 12 mois avant de lever des fonds. Pendant 12 mois, il avait continué à me voir, à écouter mes avancées, à noter tout ce que j'affinais. J'avais été sa salle de test. Mes doutes lui avaient l'un permis d'améliorer sa propre présentation. Mes contacts lui avaient ouvert des portes. Ma confiance aveugle lui avait offert un accès total à 18 mois de travail. Et pendant tout ce temps, il commandait du vin, riait à mes blagues et me demandait comment j'allais. J'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu passer les mois suivants à broyer du noir, à me demander comment j'avais pu être aussi naïve. J'ai choisi autre chose. J'avais 18 mois de travail documentés. Des emails, des notes datées, des versions successives de mes présentations avec des horodatages. J'avais des échanges avec des professionnels du secteur qui pouvaient attester de l'antériorité de mon concept. J'ai contacté un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. La première consultation a duré 2 heures. Il a lu mes documents, comparé les présentations. « Vous avez des éléments solides », a-t-il dit. Je ne cherchais pas nécessairement à gagner un procès. Je cherchais quelque chose de plus précis, que les bons investisseurs sachent exactement à qui ils avaient affaire. J'ai donc préparé un dossier factuel, chronologie,
Preuve documentée. Formulation identique avec date comparée. Et je l'ai envoyé à 3 personnes du milieu, des professionnels respectés qui gravitaient autour des mêmes cercles d'investisseurs que Lucas. Je n'ai pas demandé qu'ils fassent quoi que ce soit. Je les ai juste informés. En parallèle, j'ai repris mon projet. Pas exactement le même. J'avais eu 18 mois pour y penser et j'avais évolué. Ma version 2 était meilleure, plus ciblée, avec une approche que Lucas n'avait pas, parce qu'il n'avait eu accès qu'à ce que je lui avais dit, pas à ce que j'avais continué à développer dans ma tête après nos conversations. 6 mois plus tard, la start-up de Lucas avait des problèmes, pas à cause de moi directement, mais dans le milieu, les informations circulaient. Certains investisseurs avaient posé des questions sur l'origine du concept, d'autres avaient distancé leur relation avec lui sans explication publique. La confiance, une fois abîmée, ne se reconstruit pas facilement dans les petits cercles. Son associé principal est parti au bout de 8 mois. Moi, j'avais levé mes premiers fonds 6 mois après avoir relancé mon projet. Pas une somme énorme, assez pour recruter 2 personnes et lancer une version bêta. L'investisseur que j'avais rencontré avait entendu parler de moi par l'un des professionnels à qui j'avais envoyé mon dossier. Il connaissait l'histoire. Il avait dit « Une fondatrice qui documente son travail, qui réagit avec méthode sous pression et qui continue. C'est exactement ce que je finance. Il y a quelque chose de particulier dans la trahison d'un ami d'enfance. Ce n'est pas comme une trahison professionnelle, où on peut se dire qu'on n'avait pas à accorder une confiance totale. C'est une trahison de l'identité. Quelqu'un qui t'a vu grandir, qui a été présent dans les moments les plus vulnérables de ta vie, a utilisé cette intimité comme levier. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le projet volé. C'est de comprendre qu'on a peut-être été choisi comme ami pour ça, et de ne pas savoir exactement depuis quand. Je ne saurai jamais si Lucas était sincère au début, si l'amitié était réelle et que l'opportunité l'a corrompu, ou si j'ai été identifiée comme une ressource bien avant que j'en sois consciente. Cette question, j'ai appris à vivre avec sans réponse. Lucas m'a rappelé 10 ans plus tard. Pas un message cette fois, un vrai appel. Un soir de novembre, numéro que je ne reconnaissais pas. Il avait changé de téléphone, peut-être exprès pour que je décroche. J'ai décroché. Sa voix avait changé, plus lente, plus fatiguée. Il a dit mon prénom comme si c'était une question. Lucie, j'ai attendu. Il a parlé pendant peut-être 2 minutes. Il parlait de regrets, de jeunesse, d'erreurs qu'on ne peut pas défaire. Il ne disait pas les mots exacts, pas « je t'ai volé ton projet », pas « j'ai trahi ta confiance », juste cette façon qu'ont certaines personnes de tourner autour de ce qu'elles ont fait sans jamais le nommer vraiment. Quand il a fini, j'ai laissé un silence s'installer. Puis j'ai dit « Je t'entends, Lucas ». Mais il n'y a rien à reconstruire ici, et j'ai raccroché, pas avec colère, pas avec satisfaction non plus, juste avec cette certitude tranquille que certains chapitres se ferment définitivement, et que c'est très bien ainsi. Mon entreprise emploie aujourd'hui 7 personnes. On a signé nos premiers contrats avec 3 PME clientes ce trimestre. La start-up de Lucas a fermé ses portes 2 ans après son lancement. Je ne lui en veux plus. Pas par générosité particulière, par indifférence. Il a cessé d'exister dans mon monde bien avant ce coup de téléphone. Cet appel ne m'a rien apporté de nouveau. Il m'a juste confirmé une chose que je savais déjà. Les gens qui construisent leur vie sur ce qu'ils ont volé aux autres finissent toujours par chercher à revenir vers ceux qu'ils ont trahis. Pas pour réparer, pour alléger leur propre poids. Ce qu'il a emporté, c'est sa version de mon idée. Ce qu'il ne pouvait pas emporter, c'est ma façon de penser, mon obstination, ma rigueur, les 18 mois de travail qui vivaient dans ma tête et non dans ces fichiers. On ne peut pas voler ce qui se trouve à l'intérieur. Et les gens qui essaient de construire leur vie sur les fondations qu'ils ont volées aux autres finissent toujours par s'y retrouver ensevelis. La trahison révèle moins la faiblesse de celui qui l'a subie que la nature profonde de celui qui l'a commise. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, si vous avez vécu ce moment où une amitié de toute une vie s'effondre en quelques secondes, laissez un commentaire. Je lis tout,
vraiment. Abonnez-vous. La prochaine confession arrive demain.